Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Agathe Lambré. Quel Premier ministre trouverait grâce à vos yeux? Où trouvez-vous vos 100 milliards d'euros d'économies affichées? Vous allez nous expliquer. Mais d'abord, François Bayrou doit remettre sa démission au président à midi. Écoutez-le hier à l'Assemblée, quelques instants avant sa chute. Les forces politiques qui annoncent qu'elles vont faire tomber le gouvernement, ce sont les forces politiques les plus opposées entre elles. Ce qu'elles préparent, c'est le tohu-bohu, le désordre, où chacun hurle dans son coin et dont rien de bon ne peut sortir. 364 voix contre ont renversé le Premier ministre, les vôtres, celles du PS, celles de LFI. Vous avez eu la peau de 2 premiers ministres en quelques mois. Laure Lavalette, ce matin, vous êtes fière de vous au Rassemblement national? Non, je le déplore. J'aurais tellement aimé qu'il en soit autrement. J'aurais tellement aimé que les premiers ministres aillent dans le sens de notre programme, qui est un programme qui est plébiscité par les Français. Je vous rappelle que Jordan Bardella est sorti très en tête des européennes. Ma famille politique est sortie très en tête du premier tour des législatives. Nous représentons 11 millions. 11 millions, pour vous avez raison, pas suffisamment encore, mais très en tête quand même. Et voilà, nous avons du mal à imaginer qu'on puisse faire sans les 11 millions d'électeurs que je représente. Et c'est vrai que ni Michel Barnier, ni François Bayrou, à qui pourtant nous avions laissé sa chance, on n'était pas du tout pour une censure automatique, n'est allé vers nous. Vous voyez, quand il propose un budget, des pistes de redressement, un plan de redressement budgétaire qui finalement est une saignée fiscale, sociale des Français. On va parler du budget. Et qui, par exemple, ne parle pas du tout des économies sur l'immigration. Ça nous paraît être très déconnecté. On va parler justement de votre budget de l'immigration dans quelques minutes. Mais d'abord, est-ce que vous n'assumez pas de renouer avec une forme de dégagisme? Vous êtes arrivé tout à l'heure en disant que vous avez fait tomber, vous à 49 ans, 2 Premier ministre, pour reprendre votre expression juste avant de vous installer sur cette chaise. Est-ce que c'est pas contradictoire avec la volonté de prendre le pouvoir, ce dégagisme? Mais encore une fois, je le déplore, mais en fait, sous la Ve République, en principe, il y a quand même un lien entre ce que veulent les Français et les institutions et les gens au pouvoir. Vous savez, le général de Gaulle disait que le peuple était la cour suprême. En fait, le péché originel de la situation vraiment dans laquelle nous sommes aujourd'hui sont évidemment ces alliances, ces magouilles absolument contre nature entre le bloc central, LR et le nouveau Front populaire. Tout ça pour empêcher Jordan Bardella finalement et les Français d'accéder au Premier ministre qui leur convenait le mieux. Ils ont préféré s'allier. C'était l'alliance, je sais pas, de la carpe et du lapin et un peu l'alliance de la honte. Il faut rappeler quand même que le bloc central s'est allié avec des gens qui pensent que le Hamas est un mouvement de résistance ou que la Chine n'est pas une dictature. C'est vous qui avez voté comme la France insoumise. Mais la différence, Madame Lambré, c'est qu'en fait nous sommes une opposition à ceux qui sont en place. Donc en fait, vous pouvez pas dire que 2 oppositions sont d'accord. Elles font leur travail. Par ailleurs, vous invoquez le peuple, il y a que dites-vous aux Français qui s'inquiètent de l'instabilité politique, ceux que vous essayez de séduire aussi, les retraités, les patrons. Vendredi, l'agence de notation Fitch va peut-être sanctionner la dette de la France. Vous les entendez aussi? Mais vous avez raison, mais bien sûr je les entends. Bien sûr je les entends et je leur dis que la situation que nous vivons, elle ne sort pas de nulle part. Il n'y a pas de fatalité en fait. Ce que nous vivons là, le chaos budgétaire, sécuritaire, migratoire que nous vivons, il est le fruit de 40 ans de politique qui ne nous convenait pas. Je n'ai pas de responsabilité, ma famille politique n'en a pas dans le marasme dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas été aux responsabilités. Vous n'y êtes pour rien. Évidemment, oui. Sachant que Marine Le Pen a déjà prévenu qu'elle censurerait le prochain Premier ministre s'il ne tient pas compte, je la cite, des aspirations des Français. C'est assez vague comme expression. Vous allez censurer comme ça, inlassablement? Non, encore une fois, vous savez, Marine Le Pen a écrit le 25 juillet à François Bayrou, quand on a eu des bribes de son plan de redressement budgétaire, entre guillemets, en lui disant, voilà, il y a des pistes d'économie qui manquent, on ne peut pas faire la poche des Français, alors qu'on ne fait pas d'économie structurelle, par exemple, sur l'État, sur les agences de l'État, ces 1200 agences qui nous coûtent 80 milliards par an, sur notre contribution nette à l'Europe. Je vous rappelle que tous les autres pays vont négocier. On va en parler dans un instant, mais sur le Premier ministre d'abord. Ah mais le Premier ministre, on est tout à fait ouvert à un Premier ministre qui irait évidemment dans notre sens. Alors qu'à pratique un Premier ministre socialiste, par exemple, un Premier ministre de gauche, censure ou pas censure? Censure, et pas question que des gens qui font moins de 2% à la présidentielle dirigent le pays, Madame Lambré. Et un Premier ministre macroniste, censure ou pas censure? Mais encore une fois, ça dépendra de ce qu'il dit. Si vous prenez, je sais pas moi, un Sébastien Lecornu, tout à fait, qui est l'un des grands favoris ce matin. Je l'ai senti dans vos yeux. Ouais, mais effectivement, s'il arrive en disant, voilà, mettons-nous autour de la table, vous représentez 11 millions d'électeurs, quelles sont vos pistes sur
quelles sont vos pistes d'économie. À ce moment-là, on est tout à fait, vous savez, on est constructif et vous l'avez vu depuis 3 ans que nous sommes élus, 2 ans que nous sommes élus. Nous votons tous les textes quand ils améliorent le quotidien des Français, d'où qu'ils viennent. Donc on ne peut pas nous taxer. La personnalité de Sébastien Lecornu. Non mais Sébastien Lecornu qui a invité à dîner Marine Le Pen, Jordan Bardella. Est-ce que sa personnalité, vous le trouvez plus ouvert? Vous trouvez que lui, il comprend les aspirations des Français? Là n'est pas la question. En fait, le casting, Madame Lambré, n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire. Non, je vous assure, ce qui compte, c'est ce qu'il va faire. Ouais, effectivement, vous avez raison, un Barnier qui n'a jamais appelé Marine Le Pen et un Bayrou qui, au départ, avait dit qu'il allait être plus ouvert. On a préféré Bayrou, le départ de Bayrou, voilà. Mais et Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui ce matin se dit disponible, si ça lui est proposé, qu'en diriez-vous? J'en dis qu'effectivement, elle essaye d'exister. Je pense que c'est pas, voilà, ça a été une présidente d'Assemblée nationale qui a pas forcément défendu toujours exactement ses Donc députés. censure ou pas censure, Yael Braun-Pivet? Ça dépend encore une fois. Si elle arrive en disant, écoutez, voilà, je vais vous écouter. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de tabou sur les dépenses liées à l'immigration. Il n'y a pas de tabou sur les dépenses liées à la contribution de l'Europe. On discute, oui. Laure Lavalette, vous avez une bête noire, c'est le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Est-ce qu'il pourrait être nommé Premier ministre? Écoutez, sa réponse, c'était sur France Info il y a quelques jours. C'est Marine Le Pen qui donne ou pas son feu vert pour être à Matignon. Donc la réponse est non. Je continuerai à combattre et les dirigeants de LFI et les dirigeants du RN parce que c'est avec des résultats. Et quand les Français vont mieux, que les extrêmes vont, eux, moins bien. Vous confirmez, comme la dernière fois, si Emmanuel Macron appelle à nouveau Marine Le Pen pour lui dire « j'ai choisi Xavier Bertrand », à nouveau Marine Le Pen lui répondra « c'est hors de question ». Ah, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ah si, ça s'est passé comme ça. Non. Ah si, ça s'est passé comme ça. Le problème, c'est que Xavier Bertrand, je veux dire, nous vomit dessus tout le temps. On n'est pas masochiste non plus. Excusez-moi de vous dire qu'on ne pense pas que ça soit un bon signal. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour nous. Enfin, je veux dire, c'est pour les Français qu'on représente. On a besoin de quelqu'un qui respecte cette population française. Alors, que ça vous chagrine ou pas, il se trouve que nous sommes, voilà, que le discours, le programme du Rassemblement national séduit de plus en plus de Français, dont acte. Marine Le Pen fait 42% au deuxième tour de l'élection présidentielle. On ne peut pas faire, je le dis à votre micro, comme si nous n'existions pas. Laure Lavalette, il vous fait peur, Xavier Bertrand? Ah non, il me fait pas peur. Non. Il a été élu 2 fois dans une région où vous avez été battu. Il prétend avoir des résultats sur le terrain, parler aux classes populaires. Vous n'avez pas envie qu'il se frotte à l'exercice du pouvoir? C'est pas une histoire de peur. La question n'est pas là. Xavier Bertrand, encore une fois, voilà, on ne peut pas arriver à Matignon, diriger le pays et mépriser 11 millions d'électeurs. Ça n'est pas possible. Pourquoi vous réclamez une dissolution toutes affaires cessantes au Rassemblement national? Parce que là, la situation politique, vous qui êtes une observatrice de la vie politique, Madame Lambré, vous l'avez vu, elle est complètement bloquée. À l'Assemblée, il ne se passe plus rien. Mais ça réglerait quoi? On vote des petits textes. Je pense que le Front républicain serait moins fort cette fois, serait moins performant. Et je pense qu'on a une capacité à avoir la majorité absolue, effectivement. Parce que la dernière fois, ça n'avait vraiment pas suffi. Il était grand favori, Jordan Bardella, et puis le résultat était très loin de vos attentes. Très loin, vous avez raison. Après, il y avait quand même une progression qui était... députés, il y avait une progression qui était extraordinaire, parce que 30 mois avant, nous étions 6, la fois d'avant 88, et là pratiquement 140. Pouvoir prendre Matignon en cas de dissolution. Oui, je pense que c'est évidemment possible. Je pense que on travaille beaucoup. Il y avait aussi des marges de progression chez nous. On travaille dessus. Là, on est prêt. Puis vous savez, je prends le cas que je connais bien, Toulon, la première circonscription de Toulon. Yannick Chenvar, le seul pas RN du Var, a été élu avec un report quasi intégral des voix de l'extrême gauche. Ils se sont vus entre les 2 tours et pour gagner, il a eu besoin de ces voix-là. Je ne suis pas sûre que ces voix d'extrême gauche aient été ravis de voir que M. Chenvar avait voté la confiance à Bayrou hier. Donc soit ils veulent être cocus encore une fois, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient maso aussi. Bah oui, un peu quand vous donnez un blanc-seing à quelqu'un qui finalement vote pour l'inverse de ce que vous voulez penser. Je pense que ça s'appelle un peu comme ça, oui. Alors Lavalette, Marine Le Pen présente sa démarche presque comme sacrificielle. Elle a dit qu'elle était prête à sacrifier tous les mandats de la terre dans la perspective d'une dissolution. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tromperie sur la marchandise? Non, quand elle remet, elle dit pas du tout. Enfin, au pire, elle appelle à la dissolution, alors que pour l'instant, l'état actuel des choses, elle ne pourrait pas se représenter. Ça veut bien dire, mais je comprends. Mais la stratégie du Rassemblement national, c'est de pouvoir être empêché de se représenter pour pouvoir contester la décision pas du tout, Madame Lambré. Non, pas du tout. Vous avez un logiciel ça a été rendu public par l'un de vos lieutenants. Vous avez un logiciel qui a, je sais pas, 40 ans de retard, peut-être. Je vous assure que non. Évidemment qu'on veut le pouvoir, évidemment qu'on veut changer le quotidien des Français. Et Marine Le Pen, effectivement, préfère en revenir au peuple et avoir une dissolution et qu'on ait une majorité plutôt que son destin personnel. Mais oui, et pas pour contester la décision d'inéligibilité. Je comprends que ça vous étonne parce que c'est très différent des autres familles politiques. Pour avoir le pouvoir, il faudrait qu'elle ne soit pas inéligible
On a désormais la date du procès en appel de Marine Le Pen du 13 janvier au 12 février 2026, donc juste avant les municipales, en pleine campagne, qui auront lieu, je le rappelle, en mars. Vous parliez de Toulon, vous y serez candidate. Je sais pas, je reviendrai vous en parler. Il y a un suspense tout à fait tolérable sur Toulon. Fin de la parenthèse sur Toulon. Est-ce que c'est une déception ce calendrier pour vous? Au contraire, donc plus vite Marine Le Pen peut clamer son innocence et plus vite c'est une bonne nouvelle, parce que plus vite on aura les coups des franches. Ça va pas impacter les municipales? Mais vous savez, en France on est finalement tout le temps un peu en élection. Regardez, moi je suis élue depuis 2 ans, j'ai déjà gagné 2 fois en 2 ans, alors c'est quand même assez rare. Avant on avait des départementales, des régionales, enfin dans le timing ça aurait toujours été avant une élection. La bonne nouvelle c'est que Marine Le Pen pourra clamer plus vite son innocence et qu'on aura l'esprit libre pour préparer les présidentielles. Louis Alliot, candidat à Perpignan et en même temps prévenu dans un procès qui va durer en pleine campagne plus d'1 mois, pas évident. Écoutez, c'est aux gens de Perpignan de décider, mais je pense que Louis sera réélu brillamment au premier tour. Dans un instant, comment le Rassemblement national compte-t-il trouver 100 milliards d'euros d'économies avec vous, Laure Lavalette? Mais d'abord, il est presque 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Il est temps de cohabiter, déclare ce matin Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste qui souhaite devenir Premier ministre. Déclaration au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou. Renversé par les députés, Emmanuel Macron promet de nommer son successeur dans les prochains jours. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, se dit ce matin disponible pour être Première ministre. Mais ce futur gouvernement peut-il tenir alors que l'Assemblée nationale reste très divisée et alors que le mouvement Bloquons tout appelle à la mobilisation demain? L'ampleur de cette mobilisation encore incertaine, mais des perturbations du trafic aérien et ferroviaire sont à prévoir. La SNCF précise que cela concernera les trains régionaux, les RER et les Transiliens en Ile-de-France. Mieux vaut bien vérifier son congélateur. Leclerc rappelle des petits pois carottes surgelés de la marque Notre Jardin, des sachets de 1 kg qui peuvent contenir du verre et du bois. Le détail est à retrouver sur le site internet Rappel Conso. Et puis une marraine pour la 39e édition du Téléthon le 5 et 6 décembre prochain. Ce sera la chanteuse Santa, l'interprète de Popcorn Salé. L'année dernière, le rendez-vous télévisé avait permis de récolter 97 millions d'euros pour soutenir la recherche scientifique sur les maladies rares. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Laure Lavalette, députée du Var, porte-parole du Rassemblement national, l'exécutif a les yeux rivés sur cette journée. Le mouvement Bloquons tout qui appelle à manifester demain, Paul. C'est demain que le ministère de l'Intérieur s'attend à des actions partout en France dans le cadre donc du fameux mouvement Bloquons tout. On va écouter ensemble Bruno Retailleau hier soir sur France 2. Et l'ultra-gauche est ultra-violente. Ces gens-là veulent souffler sur les braises de l'exaspération. Et je voudrais leur dire que nous n'avons pas peur et que nous protégerons le droit, la loi, les Françaises et les Français. 1000 gendarmes et policiers mobilisés. Est-ce qu'il faut être intraitable? Et pourquoi vous ne soutenez pas le mouvement? Déjà, moi je suis quand même assez exaspérée d'entendre Bruno Retailleau. Il y a quand même la moitié des députés LR qui ont été élus parce qu'il y a eu des désistements de ces gens-là. Des gens qu'il appelle maintenant aujourd'hui violents. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je vois pas le rapport avec la question du septembre, excusez-moi. Bah si, enfin dire, on a l'impression qu'il y a un dispositif absolument. Encore une fois, oui, ça fait suite à ce qu'on vient de dire. Bruno Retailleau a l'air de déplorer très fort l'extrême gauche, les violences. Et avec ça, la moitié des députés LR ont été élus grâce à leur désistement. Donc, mais là, on vous interroge sur la position du Rassemblement national. J'ai bien compris et je vais vous la donner. Excusez-moi d'avoir une réflexion et de vous en faire part, si jamais je peux encore. Non, ce mouvement, encore une fois, j'ai envie de dire aux Français, de toute façon, c'est la meilleure arme en démocratie, c'est le bulletin de vote. Alors, je comprends l'exaspération des Français, je la rencontre évidemment sur le terrain. Vous savez, là, on va rentrer. Vous comprenez cette colère, Laure Lavalette, parce qu'on vous a pas entendu soutenir ce mouvement. Vous comprenez aussi la colère, le ras-le-bol. Mais vous plaisantez, bien sûr qu'on la comprend. Enfin, évidemment, on va bientôt rentrer en période d'hiver. Je vous rappelle qu'aucun des gouvernements n'est allé négocier le prix de l'électricité, n'est allé demander la désindexation sur le prix du gaz. Moi, je rencontre des Varois qui me disent voilà, j'hésite entre dîner ou me chauffer. Mais bien sûr qu'on l'entend. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on y répond et que il trouve qu'on y répond très bien puisqu'il nous place systématiquement en tête des sondages. Après, je pense que la meilleure arme en démocratie, c'est le bulletin de vote plutôt que la manifestation. Sur France Info, le député RN Julien Audoul disait que c'était un mouvement, je le cite, pourri parce que récupéré par l'extrême gauche.
C'est sûr que j'ai hâte de voir comment ça se passe. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement, mais c'est vrai que oui, il souffle du sur bout des les lèvres, quoi. Mais non, mais je soutiens les gens qui manifestent. Après, moi, je suis députée de la nation. Je n'ai pas, je pense que je suis très soucieuse des institutions et de l'état de droit. Et effectivement, je ne veux pas qu'il y ait de débordement. Et encore une fois, même une manifestation, je veux dire, au lendemain de la manifestation, il n'y a rien de plus que la veille. Donc, alors qu'après un vote, c'est tout à fait différent. Vous appelez vos sympathisants à rester chez eux demain, ou en tout cas à ne pas bloquer? Vous savez, on n'est pas... Ils font ce qu'ils veulent, surtout Madame Lambray. Vous voyez, chacun fait évidemment ce qu'il veut. Moi, je les invite surtout à porter notre famille politique encore très haut dans les urnes la prochaine fois. On va évoquer ensemble une question primordiale, le budget de la nation. François Bayrou n'a donc pas réussi à trouver ces 44 milliards, mais vous prétendez, on va réfléchir ensemble, trouver 100 milliards d'euros d'économies. Comment vous faites ça ? Alors, il faut expliquer aux gens qui nous écoutent qu'effectivement, le budget, c'est la traduction comptable d'un programme politique. Et il vous a pas échappé que notre programme politique était très différent de celui des autres formations. Jean-Philippe Tanguy, qui est évidemment le spécialiste de notre budget, a présenté un contre-budget à l'Assemblée nationale déjà l'année dernière. Et en fait, ce qui nous navre, encore une fois, c'est que François Bayrou ne soit pas du tout allé piocher dans ces économies-là, alors que, j'allais dire, on lui a pratiquement servi sur un plateau, mais encore une fois, c'est pas très étonnant dans la mesure où on n'a pas les mêmes objectifs pour les Français. Mais alors comment vous faites? Parce que 100 milliards d'euros d'économies, c'est énorme. Déjà, c'est 100 milliards d'économies par an? Là, c'était 100 milliards. Non, il y en a quelques-unes qui sont sur plusieurs années, mais il n'empêche que très, très, très factuellement, encore une fois, je parlais, d'ailleurs, il s'est un peu entrepé les targettes, notre cher Premier ministre, mais quand on parlait de la contribution à l'Union européenne, elle va être de 31... Oui, c'est pas beaucoup plus clair chez vous, Laure Lavalette. Pardon, est-ce que vous augmentez les impôts ou pas? Parce que vous dites 100 milliards d'euros, pardon, mais c'est ce qui paraît énorme. Et vous dites en même temps, on n'augmente pas les impôts. Non, mais je veux dire, on a fait tomber 2 fois un gouvernement parce que justement, ils augmentaient les impôts, Madame Lambray. Donc évidemment qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Avec impôts, même sur les plus riches. Mais non, mais parce qu'encore une fois, moins de riches, ça fait pas moins de pauvres. Alors ça, pour le coup, c'est le logiciel de la gauche. On a besoin aussi de gens qui ont une richesse en France, qui font marcher l'économie. Enfin, je veux dire. Prenons rapidement une calculette. 100 milliards, vous les trouvez où? Déjà, je vais vous dire. Les 31 milliards que nous donnons à l'Union européenne, on en récupère les 12. Ça pose un problème. Ça, c'est compliqué. Il faudrait sortir de l'Union européenne si vous voulez à ce point-là diminuer. Pas du tout. Il faut aller négocier déjà. On peut déjà négocier de moitié notre contribution. Pas de 12 milliards. Non, mais évidemment pas. Mais de moitié déjà ce que nous donnons. Et à un moment, pourquoi est-ce que les autres peuples européens y arrivent et pourquoi est-ce que nous sommes les bons élèves systématiquement de l'Union européenne qui par ailleurs nous impose des normes absolument terribles qui étouffent nos agriculteurs et nos chefs d'entreprise. Vous savez, l'Europe, souvent je dis, c'est entre Macron et l'Allemagne, c'est une histoire d'amour, mais il y en a qu'un qui sait qu'il est en couple, quoi. C'est Emmanuel Macron. On reprend l'addition, donc 32 milliards de l'Union européenne, imaginons. Par ailleurs, Laure Lavalette, si vous réduisez la contribution au budget de l'Union européenne, la France recevra moins. Mais non, et quand bien même vous y arriveriez, ça ferait que 2-3 milliards. Madame Lambray, on est très loin des 100 milliards. C'est faux, puisqu'en fait, si on est contributeur net, ça veut dire que de toute façon, de base, on reçoit moins que ce que l'on donne. Par contre, cette part qui est entre les deux, on peut essayer de la diminuer, parce qu'effectivement, ça nous paraît aberrant, vu la situation des Français à l'heure actuelle, de donner encore plus à l'Union européenne. Effectivement, sur l'immigration, il y a pratiquement entre 16 et 20 milliards d'économies si nous réservions les allocations familiales aux Français ou aux familles dont un des parents est français. Vous estimez pouvoir faire 18 milliards d'euros d'économies sur l'immigration? 18 milliards. À peu près, oui. Je vous ai dit entre 16 et 20, j'étais pas très loin. Vous voyez, j'étais entre facilement 16 dit et 20. Marine Le Pen dans sa lettre à François Bayrou. Là, pareil, 18 milliards sur l'immigration, il faut nous expliquer comment vous faites. Mais je viens de vous le dire, en réservant les allocations non contributives, pas les allocations de solidarité, les non contributives aux Français. Mais ça paraît normal. Je vais vous dire, on est le seul pays du monde aussi généreux. La France ne peut pas continuer à être un guichet social. Nous pensons que la nationalité française, être français, doit ouvrir plus de droits que quand vous n'êtes pas français. Et notamment, on vous entend, sauf que trouver 18 milliards facilement, uniquement sur ce levier des contributions, des aides sociales non contributives aux étrangers, ça paraît compliqué, parce que si on compte le coût de ces aides en France pour les immigrés, tout immigrés confondus, étrangers et non étrangers, l'OCDE a calculé que c'était un peu plus de 20 milliards en 2018. Ce sont les calculs de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Où sont vos chiffres à vous? Si l'OCDE dit que ça coûte 20 milliards, comment vous faites, vous, pour en récupérer 18 uniquement sur les immigrés étrangers et uniquement sur ceux qui n'auront pas cotisé pendant 5 ans? Parce que figurez-vous que nous aussi, on a des experts, nous aussi, on a des gens qui chiffrent, et bien sûr que ça, c'est la part que l'on peut récupérer. Donc le coût, il est bien plus important. Mais encore une fois, c'est aussi un signal
les chiffres, ça coûte combien C'est pour vous? aussi un signal qu'on envoie aux Français de dire que arrêtons de faire les poches des Français, de faire la poche des Français qui travaillent et faisons des économies sur ceux qui effectivement n'ont pas les mêmes droits. Sur l'AME, ça coûte à peu près 1,3 milliard et de nombreux médecins disent qu'il ne faut surtout pas y toucher parce que le pire ce serait de laisser les maladies et les épidémies prospérer et ça coûterait cher aussi et ça engorgerait des urgences. L'aide médicale d'État. Nous voulons une aide médicale d'urgence, voyez-vous, parce que la palette de soins ouverte par l'AME, elle est absolument colossale. Alors, il y avait une petite piste d'économie avec François Bayrou qui voulait sortir la balnéothérapie. Il disait que le décret était prêt, sauf qu'il démissionne ce midi, donc ça va être compliqué. C'est avec ce décret-là que les Français ont su que les gens qui sont irréguliers sur notre sol avaient droit à la balnéothérapie quand même. Je pense que ça fera plaisir aux gens qui ont du mal à partir en vacances. C'est anecdotique, votre balnéothérapie. Non, ça n'est pas anecdotique, parce qu'en fait, la palette de soins offerte par l'AME, vous avez la procréation médicalement assistée, vous voyez, ça pose quand même une vraie question, simplement été exonéré, je crois, les cures thermales. Excusez-moi de vous dire que on peut pas, dans la situation de crise dans laquelle on vit, mais évidemment que l'aide médicale d'urgence est importante et qu'on va laisser personne mourir sur le trottoir. Mais ça ne peut pas être aux Français de payer les soins médicaux de gens qui rentrent illégalement sur notre sol. Mais encore une fois, c'est 1,3 milliard par an. D'accord, oui, mais enfin, excusez-moi de vous dire que les par rapport aux économies, d'accord, c'est pas énorme. Enfin, les économies, c'est même ça fait gagner aussi de l'argent parce que laisser les épidémies prospérer et laisser les gens tomber malades, ça coûte. Non, mais déjà, la meilleure façon que ça ne prospère pas, c'est que ces gens-là ne rentrent pas sur notre sol, Agathe Lambray. Et là, je vous assure qu'on va faire beaucoup d'économies. Mais vous pouvez pas dire c'est qu'1,5 milliard et c'est pas beaucoup. Mais c'est pas 1,5 milliard de balnéothérapie qui plus est. Non, mais d'accord. Enfin, c'est fou que ça soit quand même dans la palette de soins. Enfin, moi, les Français sur le terrain, ils sont complètement, ils hallucinent complètement. Mais c'est aussi un signal qui est envoyé, si vous voulez, aux Français. On ne peut pas. On a bien compris, les étrangers sont le bouc émissaire de votre programme. Mais pas du tout, Madame Lambray, c'est tellement caricatural. Je vous ai connu meilleur quand même. Non, mais c'est une question parce que vous dites que c'est un signal. Non, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, l'immigration n'est pas l'alpha et l'oméga de nos mots dans le pays, bien sûr que non. Dans vos mots, il y a aussi la suppression. Personne ne peut imaginer que nous pensions ça. Sauf que c'est aussi une marge de progression. On ne peut pas accueillir en France 500 000 immigrés légaux par an sans que ça ne coûte rien. Ça n'est pas vrai. C'est aussi des gens qu'il faut soigner, qu'il faut mettre à l'école. Quand on voit la situation budgétaire chaotique dans laquelle on est, je vous rappelle qu'il y a encore 2700 classes qui n'ont pas de professeurs. Sur vos 100 milliards d'économies, vous communiquez énormément sur la suppression des agences d'État, vous assurerez que c'est énormément d'argent à récúérer. On a regardé avec Agathe un récent rapport du Sénat, 540 millions d'économies, c'est à peine un demi-milliard. Mais ça dépend ce qu'on fait comme économie. Mais ces 1200 agences de l'État, elles représentent 80 milliards par an. Moi, je pense qu'il y a des agences... 80 milliards ? Oui. Les 1200 agences coûtent 80 milliards par an, leur fonctionnement. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des agences qui servent à rien. Voyez-vous, je suis tombée il y a pas très longtemps sur le projet d'une des agences écolo dingo qui était plante ton slip. Donc, il fallait prendre une culotte blanche avec un élastique et qu'il fallait creuser un peu la terre, la mettre dedans et 2 mois après aller voir si le sol était fertile ou pas. Mais vous parlez de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Vous prétendez que son fonctionnement coûte très cher, alors qu'en fait, son budget déjà, il est pas si élevé. Les crédits qu'elle a, c'est environ 3 milliards d'euros, 3 milliards 4. Et surtout, c'est de l'argent que l'ADEME utilise pour des projets, pour des politiques publiques. Mais ces frais de fonctionnement, ils sont seulement de quelques millions d'euros. Mais en fait, il y a une déconnexion entre ce que vivent les Français, Madame Lambray, et ce que l'on pense à Paris. Oui, à Paris, peut-être que vous trouvez ça très bien, mais je peux vous assurer que le pays est en souffrance. En fait, il y a une grande précarité. On ne peut pas se permettre. Alors peut-être que quand le pays va bien, on peut avoir des agences qui sortent des projets superflus comme plante ton slip. Là, la question, c'est que ça n'est simplement plus possible. Il faut pas. On vous entend, mais c'est le moment de la question qui, comme tous les jours, une question à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui fait tâche, Laure Lavalette. Le site Les Jours a révélé que des candidats RN aux dernières législatives ont explosé le compteur des frais kilométriques remboursables. Ils réclament des frais exorbitants. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Une candidate a réclamé un remboursement pour des déplacements le même jour dans 2 circonscriptions différentes. Vous avez le don d'ubiquité ou un problème avec l'argent public au RN ? Non, je pense que les comptes de campagne, c'est pas facile. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une faute, j'en sais rien, dans la façon dont c'est fait. Non, mais c'est pas si simple en vrai. Non, c'est pas si simple Mais effectivement, si ce que vous dites est vrai, cette personne-là sera sanctionnée, ses comptes de campagne seront rejetés. Vous savez qu'on est ultra scruté, et ce qui est évidemment normal puisque c'est de l'argent public. Donc voilà, encore une fois, dont acte, s'il y a une faute,
cette personne-là verra son compte de campagne rejeté. Mais ce qui est normal, il y a la Commission nationale des comptes de campagne qui est là pour le faire. Est-ce qu'en cas de dissolution, cette fois-ci, vous aurez moins de brebis galeuses que la dernière fois? Parce que c'était un vrai festival de complotistes et de racistes et d'homophobes la dernière fois. Non, festival, vous exagérez un peu. Non. Je pense qu'il y avait 2-3 personnes, effectivement, qu'on n'aurait jamais dû investir. 20 ou 30. Non, c'était pas du tout 20 ou 30. Mais effectivement, on a fait des marges de progression. Vous savez, on a un outil maintenant qui passe au crible tous les réseaux sociaux de nos potentiels candidats. C'était une marge de progression. Le regret que j'ai, moi, c'est que les autres partis politiques soient pas soumis à la même moulinette que nous, où nous sommes scrutés de façon absolument terrible. Allez voir, je pense, de l'autre côté, s'il n'y a pas des admirateurs du Hamas, je pense que vous en trouverez. Merci beaucoup, Laure Lavalette, d'avoir répondu aux questions de France Info.